Notre rendez-vous annuel avec le cabinet Tessèdre et Associés, on va s'intéresser cette année au SCPI, un placement qui s'est imposé depuis 10 ans dans le portefeuille des épargnants. J'ai le plaisir de retrouver Jean-Jacques Tessèdre et Stéphane Reynaud. Bonjour à vous deux. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Jean-Jacques, en effet, des SCPI qui s'imposent, qui sont imposés depuis 10 ans, qui sont répandus dans les portefeuilles des épargnants. Comment est-ce qu'on peut analyser ce succès ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons au succès des SCPI. La première de ces raisons, c'est leur rentabilité. Une SCPI rapporte entre 4 et 5%. C'est beaucoup plus qu'un actif en euros qui rapporte entre 1 et 1,5%. Alors évidemment, ça n'a pas les mêmes propriétés, mais de nombreux épargnants souhaitent diversifier leurs actifs pour mieux rémunérer leur épargne. La deuxième des raisons, c'est aussi la régularité des performances des SCPI. Elles ont une évolution assez régulière, chaque année se ressemblent. Et donc, même si un placement en action sera mieux rémunéré sur 10 ou 15 ans, les gens préfèrent quand même un petit peu plus de sécurité et de régularité. Et puis, je dirais aussi qu'on voit arriver, souscripteurs de SCPI, des gens qui viennent de vendre de l'immobilier traditionnel et qui ne veulent plus avoir de soucis de gestion, qui ne veulent plus avoir des relations avec un locataire, s'occuper d'encaisser des loyers, de réparer ce qui ne marche pas. Et donc, cette absence de soucis de gestion explique en grande partie le succès des SCPI. Alors, vous mentionnez les 10-15 ans. On sait que chaque placement nécessite un horizon d'investissement. Lequel recommandez-vous pour les SCPI ? Alors, nous sommes en présence avec les SCPI d'un placement immobilier. On achète donc ce type de support pour du moyen long terme, je dirais 8 à 10 ans. Et d'ailleurs, la durée moyenne de détention des parts est de 15 à 20 ans. Donc, vous voyez, c'est largement ce que font les épargnants. Stéphane, il y a différentes catégories de SCPI. Est-ce qu'on peut rappeler les principales ? Alors, il existe trois principales catégories. Donc, la première et la plus importante, c'est les SCPI de rendement. Donc, ça concerne les investissements dans tout ce qui est immobilier professionnel, donc bureaux, commerces, locaux commerciaux, également tout ce qui est entrepôt, logistique et immobilier de santé. Donc, ces SCPI, c'est pour une distribution de revenus réguliers pour les épargnants. Après, il y a les SCPI de plus-value qui investissent dans l'immobilier résidentiel. Donc, dans l'immobilier résidentiel amené à se revaloriser sur le long terme pour ceux qui veulent valoriser leur patrimoine sur le long terme. Et elles peuvent investir également en nue propriété sur l'immobilier résidentiel pour se valoriser. Dernière catégorie, les catégories des SCPI fiscales qui profitent des lois fiscales qui existent, c'est-à-dire de Normandie, Malraux, déficit foncier, Pinel, toutes les lois qui ont existé. Et les épargnants, à travers ces véhicules, peuvent faire un investissement en immobilier qui leur permettra d'avoir les mêmes réductions d'impôts que s'ils avaient investi en direct dans cet immobilier. Alors, ce qu'on observe, c'est que ce sont les SCPI dites de rendement qui drainent la majeure partie des investissements. Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'on peut, là encore, rentrer dans le détail ? Alors, pourquoi ces SCPI sont plébiscités ? C'est parce que les épargnants recherchent des revenus complémentaires. Donc, soit de façon immédiate ou soit de façon différée. Et ces revenus complémentaires vont leur aider à améliorer leur quotidien. Donc c'est pour ça qu'elles sont plébiscitées. Ensuite, les SCPI, comment on peut les différencier ? Ça va être au niveau de la thématique d'investissement. Thématique d'investissement, ça peut être, comme on l'a vu, des investissements dans des secteurs d'activité différents, et ça peut être également des lieux, des implantations géographiques différentes. Donc on peut investir en France, à Paris principalement, dans les grandes métropoles régionales, et également dans des villes à l'étranger, donc bénéficier d'une fiscalité étrangère. Bon, on va y revenir justement sur ce SCPI étrangère. Jean-Jacques, la rentabilité des SCPI en 2021, quel a été ce millésime ? Est-ce qu'on peut revenir sur les grands chiffres ? Bien sûr Thomas, nous vous avons amené un tableau pour parler de ceci. On va voir le tableau, oui. Nous avons mis dans ce tableau donc 7 SCPI parmi celles que nous proposons le plus à nos clients. Et je dirais aussi, vous le remarquerez, que ces 7 SCPI sont gérés par 5 sociétés de gestion différentes. On voit donc que la rentabilité, c'est-à-dire les loyers distribués des SCPI, les dividendes versés tous les trimestres aux porteurs de parts, s'établit entre 4,5% et un petit peu plus de 5%. Et pour 3 SCPI, Épargne Pierre, Immorente et PF Grand Paris, ces 3 SCPI ont revalorisé également le prix de la part,
ce qui fait que sur le rendement global, c'est-à-dire loyer perçu et revalorisation du prix de la part, les SCPI donc, que nous avons sélectionnés ont une rentabilité qui s'échelonne entre 4,5% et presque 7%. Donc l'année 2021 était une belle année pour les SCPI. Qu'est-ce que vous anticipez pour 2022? Est-ce que vous avez déjà une idée? Oui, nous sommes confiants bien sûr pour l'année 2022. De toute manière, les SCPI ont un rendement extrêmement régulier. Toutes les années se suivent, se ressemblent. Bien évidemment, ce ne seront pas les mêmes SCPI qui revaloriseront le prix de la part, mais nous sommes tout à fait confiants pour faire une belle année également avec cette classe d'actifs. Alors, il faut peut-être rappeler que quand on achète des parts de SCPI, il s'écoule un temps entre le moment de l'achat et la perception de ces dividendes, de ces loyers. Comment est-ce qu'on peut qualifier et expliquer ce délai qu'on appelle le délai d'entrée en jouissance? C'est très simple en fait. Le délai d'entrée en jouissance correspond au temps qu'il va falloir à la société de gestion pour transformer le capital que je vais lui apporter en un bien immobilier. Chacun peut comprendre que ce n'est pas parce que je fais un chèque de 100 000 euros à une SCPI que le lendemain, elle va acheter un bien immobilier. Ça va prendre entre 3 et 6 mois. Pendant ce temps, d'une part, cette épargne n'est pas investie en immobilier, ne peut donc pas rapporter des loyers. Elle reste en trésorerie, en produit de trésorerie. Comme chacun sait, depuis quelques années, ça ne rapporte rien. Donc, la société de gestion ne peut pas donner une rémunération à quelque chose qui ne rapporte pas. Ça serait d'ailleurs au détriment des porteurs de parts, ce qui serait dommageable. Donc voilà, pendant quelques mois, on ne perçoit pas de revenus. Alors, il est à noter que si pendant ce délai d'entrée en jouissance, il y a une revalorisation du prix de la part, l'acquéreur de la part de la SCPI bénéficie de cette revalorisation alors qu'il n'est pas entré en jouissance de cette SCPI. Stéphane, on reste avec vous sur les différentes façons et modalités que l'on peut utiliser pour acheter les parts. Alors, le plus simple, c'est de l'acheter au comptant. Ça correspond à la majorité des souscriptions, puisque c'est plus de 70% des souscriptions qui sont réalisées au comptant. Donc là, c'est pour les épargnants qui disposent de cash mobilisable et ils peuvent investir tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas cette disponibilité, il y a la possibilité d'acheter à crédit pour utiliser l'effet de levier du crédit pour développer leur patrimoine immobilier. Alors ensuite, on peut également acheter des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie. Donc, ça va être un support comme les autres et ça va permettre de bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie, aussi bien au niveau de la perception des revenus que au niveau de la transmission du patrimoine. Et dernier mode d'acquisition, c'est d'acheter des parts en démembrement de propriété, donc soit en usufruit, soit en nue propriété. Alors l'usufruit, ça sera plutôt des entreprises qui vont acheter des parts en usufruit pour valoriser leur trésorerie longue et ça sera plutôt les contribuables, les épargnants fortement fiscalisés qui vont privilégier la nue propriété pour différer des revenus à un moment où ils seront moins imposables, où ils en auront plus besoin. Alors, vous avez rappelé que la majorité des investissements se faisaient au comptant. Est-ce qu'il y a un profil particulier de ceux qui investissent au comptant ? Alors, il n'y a pas de profil particulier. Je dirais que c'est ceux qui disposent de l'argent. Donc, soit ils ont des flux d'épargne, des flux de revenus qui leur permettent d'épargner régulièrement. Ça peut être également des gens qui ont des liquidités mal rémunérées sur des livrets ou sur des dépôts à terme. Et ça peut être également aussi des particuliers qui ont vendu un bien immobilier et qui veulent réemployer, cette vente dans des produits immobiliers. Et dernière catégorie qu'on voit de plus en plus fréquemment, on a beaucoup de SCI familiales qui ont vendu un bien immobilier et qui, plutôt que de le réinvestir dans un autre bien immobilier, préfèrent le réinvestir dans des parts de SCPI, comme l'a dit Jean-Jacques, pour des soucis de simplicité et pour éviter les soucis de gestion et avoir un rendement qui s'avère souvent supérieur à ce qu'ils avaient au préalable. Alors Jean-Jacques, Stéphane a mentionné le fait que certains investisseurs logeaient ces parts de SCPI dans de l'assurance vie. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui incitent à faire ce choix ? Tout simplement parce que tous les épargnants n'ont pas le même objectif. Certes, de nombreux souhaitent percevoir des revenus complémentaires, bien évidemment, mais certains souhaitent tout simplement valoriser leur capital, le voir progresser régulièrement. L'assurance vie, avec sa fiscalité avantageuse, correspond parfaitement à ce besoin. On va également avoir d'autres épargnants qui vont choisir de privilégier la transmission de leur patrimoine.
Bon, chacun sait que l'assurance vie apporte de nombreux avantages en la matière, selon que l'on verse avant 70 ans, après 70 ans, etc. Et donc, ces épargnants-là choisissent d'abord d'effectuer un versement d'assurance vie et après se disent, bon, comment je vais rémunérer au mieux l'épargne investie en assurance vie? On en a parlé tout à l'heure. Les actifs en euros ont un rendement qui est devenu faible, d'autres supports ont un rendement peut-être plus important mais plus irrégulier. Et donc, on voit de plus en plus de gens qui se disent, finalement, la SCPI, c'est une belle solution dans mon compte d'assurance vie. On a vu tout à l'heure le tableau des performances. Une SCPI qui rémunérerait l'épargne à 4,5% l'année dernière aurait rapporté 4,5 moins 1% de frais de gestion du contrat, 3,5. Bon, une rentabilité de 3,5 dans un contrat d'assurance vie, c'est une belle rentabilité, c'est un rendement attractif et ça explique le succès des SCPI en assurance vie. Alors, petit arrêt sur la fiscalité aussi. Comment sont taxés plus-value ou revenus? Alors, Thomas, les SCPI, on l'a dit, c'est un produit immobilier, donc on va retrouver la fiscalité de l'immobilier. Les dividendes versés trimestriellement seront imposés comme des revenus fonciers et déclarables comme tels. Les plus-values réalisées, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'un épargnant qui investit 100 000 euros en SCPI, qui revend ses parts 20 ans plus tard, elles valent 125 000 euros, il a réalisé une plus-value immobilière. Il va être taxé en tant que tel. Vous le savez, les plus-values immobilières bénéficient d'un abattement en fonction de la durée de détention de départ. Il y a une exception, c'est lorsque l'on souscrit les parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie. Dans ce cas-là, en cas de retrait, on aura la fiscalité des produits du contrat d'assurance vie et non pas la fiscalité immobilière. Et l'IFI, parce que on est dans la catégorie immobilière. Oui, tout à fait. Donc les SCPI, effectivement, sont concernés par l'IFI. On va dire qu'à peu près 85-90% de la valeur de la SCPI est déclarable à l'IFI. Alors, dans ce cas-là, que l'on ait acheté en direct ou via un contrat d'assurance vie, la valeur est à déclarer à l'IFI. Il y a une seule exception. Stéphane nous a parlé tout à l'heure du démembrement de propriété. Si quelqu'un achète des parts de SCPI en nue propriété, il n'a pas à déclarer de valeur à l'IFI. Alors Stéphane, tout à l'heure vous avez mentionné les SCPI étrangères, elles bénéficient souvent d'une fiscalité attractive. Est-ce qu'on peut revenir sur ce mécanisme? Alors effectivement, quand des SCPI détiennent des biens qui sont situés à l'étranger, les revenus fonciers de ces biens sont imposés à la source dans les pays concernés. Et souvent ils bénéficient d'une fiscalité plus douce, donc une imposition plus basse. Alors oui, après ces revenus doivent être effectivement imposés en France. Et pour éviter une double imposition, donc il y a deux règles qui existent en Europe, celle du crédit d'impôt et celle de la règle du taux effectif global, qui permettent d'éviter cette double imposition. Alors pas complètement, parce qu'il reste un frottement fiscal qui va dépendre un peu de la tranche marginale d'imposition de notre contribuable. Et ce frottement fiscal, il est entre 10 et 15% selon la tranche marginale dans laquelle on se situe. Je vais vous prendre un exemple d'une personne qui serait à une tranche marginale d'imposition de 30%. Tranche marginale d'imposition, ça veut dire c'est la tranche la plus haute sur laquelle, si on a 1 000 euros de revenus supplémentaires, on paye l'imposition. Un contribuable français qui percevrait des revenus, donc va avoir un crédit d'impôt qui va effacer une partie de ces 30%. Il va lui rester, selon où il se situe dans la tranche, entre 10 et 15% d'impôts à payer en France. Pour les prélèvements sociaux, il doit également les déclarer, mais là, il bénéficie d'un crédit d'impôt total. Donc, les 17,2 de prélèvements sociaux qu'il aurait à payer en France sont complètement effacés par cette méthode-là. Donc, pour conclure... C'est surtout là que se fait la différence sur les prélèvements sociaux. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que le contribuable français se retrouve, au lieu d'avoir une imposition à 47,2, il va se retrouver à une imposition de 10 à 15% en France, donc ce qui fait la différence au niveau fiscal pour ces pays. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre que des SCPI étrangères au final? Alors, pour la fiscalité, oui. Alors après, tout le monde n'a pas des tranches d'imposition très élevées. Donc, ceux qui sont des tranches d'imposition plus faibles, on peut se poser la question. Et après, ce qu'on peut faire pour également diminuer la fiscalité, Jean-Jacques en a parlé. On peut mettre les parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie ou les acheter en nue propriété temporaire pendant un certain nombre d'années pour éviter l'imposition pendant cette durée. Oui, moi j'ajouterais aussi que l'intérêt d'acquérir des SCPI constitués de biens achetés à l'étranger ne s'arrête pas à un avantage fiscal. Ces SCPI apportent également une diversification patrimoniale. Je peux donc investir en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Angleterre, en Irlande, etc. Géographique, bien sûr. Cette diversification-là est très importante patrimonialement par rapport à des épargnants qui auraient tendance sinon à acheter que de l'immobilier autour de chez eux.
Alors, on a parlé de l'entrée, de la détention, la sortie maintenant. Quand on souhaite récupérer tout ou partie de ses capitaux, comment ça se passe? Alors, je préciserai d'abord, Thomas, que la revente des parts de SCPI n'est évidemment pas garantie. C'est d'ailleurs le cas pour tout placement immobilier. Simplement, elle est quand même très facile à réaliser si l'on prend les 7 SCPI que nous avons montrés dans le tableau. Si un épargnant souhaitait vendre, on est aujourd'hui mi-février, et s'il souhaitait vendre des parts, il écrit à la compagnie où il remplit le document réservé à cet effet. Et la cession aura lieu le mois d'après, au prix normal de cession que l'on peut trouver sur Internet facilement, sans qu'on lui demande de baisser le prix de la part de 10, 20, 30%, comme cela peut se faire parfois. Donc la revente se fait facilement et rapidement. Et je vois aussi un autre avantage dans les SCPI. Imaginez un monsieur qui veut donner 30 000 euros à un petit enfant. S'il a un bien immobilier de 300 000 euros, ben c'est pas là qu'il va trouver de l'argent. S'il a 300 000 euros de part de SCPI, eh bien, il pourra vendre uniquement les 30 000 euros dont il a besoin pour son don manuel. Donc, cette souplesse peut être appréciable par moment. Et alors, dans le scénario d'un décès du souscripteur, quelles sont les règles en termes de transmission? Alors, les SCPI font partie de l'actif successoral du défunt, au même titre qu'un appartement ou une maison. Il n'y a donc pas d'avantage successoral là-dessus. Il y aura peut-être des droits à payer en fonction du nombre d'héritiers, du degré de parenté avec le défunt et puis de la taille du patrimoine. Cela dit, il y a une différence quand même majeure entre un bien immobilier traditionnel et des parts de SCPI. Je prends l'exemple d'une dame qui est veuve, qui a 3 enfants, qui décède. Cette dame leur transmet une maison qui vaut 300 000 euros, par exemple. Les enfants seront en indivision dans cette maison. C'est-à-dire qu'ils vont devoir gérer tous les 3 la suite de cette maison, ce qui n'est pas évident dans le temps à réaliser. Si cette dame a 300 000 euros de part de SCPI, eh bien on ne sera pas en indivision, on va donner 100 000 euros à chaque enfant. Chacun fera ce qu'il voudra. Je pense qu'il y en a un ou deux qui seront très contents de donner leur RIB pour toucher les loyers, et peut-être que le troisième, lui, a des projets et décidera de vendre tout ou partie des parts pour avoir une utilité plus personnelle. En tout cas, plus de souplesse. Stéphane, un conseil pour ceux qui, après cette émission, souhaiteraient franchir le pas et investir en SCPI? Alors déjà, il faut essayer de sélectionner des sociétés de gestion qui ont pignon sur rue, qui sont établies depuis longtemps pour gérer des SCPI, parce que la SCPI, ce n'est pas uniquement acheter des biens, c'est également les gérer sur le moyen et long terme. Donc gérer, ça veut dire gestionnaire pendant toute la durée de l'investissement. Ça veut dire également aussi les mettre aux nouvelles normes énergétiques, environnementales, et également savoir vendre. Donc faire confiance au premier abord à des sociétés de gestion reconnues pour choisir ces SCPI. Et ensuite, on va essayer de se constituer un portefeuille de SCPI en investissant dans différentes thématiques d'investissement comme les bureaux, les commerces, l'immobilier de santé, tout ce qui a trait à l'hospitalité. Et après, on peut également diversifier géographiquement pour pas avoir tous ces biens détenus en France, mais les investir dans d'autres pays d'Europe. Et on bénéficiera du décalage des cycles économiques européens qui peut se produire dans la zone euro. Pour finir, quelques exemples. Je vais vous demander à chacun d'entre vous 2 coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, c'est PF Grand Paris, donc géré par la société Perial. Donc en 2017, cette SCPI a été réouverte à la souscription et recentrée sur le projet du Grand Paris. Donc le projet du Grand Paris, c'est des infrastructures de transport qui vont être créées à horizon 2024 jusqu'en 2030-2034. L'extension de ligne de métro, par exemple. Voilà, l'extension de ligne de métro, nouvelle ligne de tramway, train express régional qui vont alimenter des villes, des quartiers qui étaient jusqu'à présent mal desservis. Donc ces endroits vont être des nouvelles places où les SCPI, notamment Perial Grand Paris, va pouvoir investir dans des bureaux qui vont devenir attractifs. Cette diversification pour cette SCPI a été très, très payante puisque depuis 2017, le prix de la part a été revalorisé de 16% avec une revalorisation, avec un rendement de 4,50 maintenu pendant ces 5 dernières années. Et deuxième coup de cœur? Alors là, c'est un choix, c'est sur l'Allemagne, la SCPI Novapierre Allemagne 2, qui investit dans du commerce, donc dans des locaux commerciaux de la première économie européenne. Donc on a une visibilité en Allemagne, les baux sont de très longue durée, supérieurs à 10 ans, de 10 à 15 ans. Donc on a une très belle visibilité sur les rendements futurs de ces SCPI. Donc on achète la sécurité et la garantie de l'Allemagne, avec en plus quelques avantages fiscaux dont on a parlé tout à l'heure.
Jean-Jacques, même question, vos coups de cœur. Alors moi, mes 2 coups de cœur seront Immorante et Pierval Santé. Immorante, qui est gérée par Sofidy, je l'aime beaucoup parce que c'est l'une des plus anciennes SCPI. Elle a été créée en 88, elle pèse plus de 3,5 milliards. C'est donc une belle SCPI. Elle est gérée par Sofidy, qui est l'une des sociétés de gestion les plus reconnues de la place. Donc c'est vraiment une SCPI incontournable dans un portefeuille, comme nous en a parlé Stéphane tout à l'heure. La seconde, c'est Pierval Santé, gérée par Eurial. Pierval Santé est l'une des très rares SCPI constituée d'actifs de santé. Donc c'est déjà une diversification patrimoniale intéressante. Cette SCPI a été créée en 2014, donc il y a 8 ans. Elle pèse aujourd'hui plus de 2 milliards, c'est une grosse SCPI. Et sa rentabilité est très très régulière puisqu'elle se situe près des 5%. Elle a rapporté 4,80 en 2021, 4,95 en 2020. La rentabilité donc est extrêmement régulière. J'aime beaucoup cette SCPI qui présente également l'avantage d'avoir dans son portefeuille 70% des biens achetés à l'étranger. Et donc, pour 70% des revenus perçus, on a une fiscalité très favorable. De toute manière, que ce soit PF Grand Paris, Nova Perelman 2, Immorante ou Pierval Santé, ce sont tous les cas de belles SCPI. Bien évidemment, il y en a d'autres autant dignes d'intérêt. Oui, il y a beaucoup de choix maintenant. En tout cas, merci à tous les deux pour ce tour d'horizon des SCPI. On se retrouve l'année prochaine. Mais bien volontiers, Thomas. Merci à vous tous et à très bientôt.